Lettre 362, Budapest, le 26 décembre 1912. Cher monsieur le professeur, je vous remercie pour votre lettre détaillée. Le comportement de Jung est d'une impertinence inouïe. Il oublie que c'est lui qui a demandé la communauté analytique des élèves et que l'on traite les élèves comme des patients. Mais dès qu'il s'agit de lui, il ne veut plus que l'on fasse valoir cette règle. L'analyse mutuelle est un non-sens et aussi une impossibilité. Chacun doit être capable de supporter une autorité au-dessus de lui dont il accepte des correctifs analytiques. Sans doute êtes-vous le seul qui puisse se permettre de se passer d'analyste. Ceci, en fait, n'est cependant pas un avantage pour vous, c'est-à-dire pour votre analyse, mais une nécessité. Il se trouve que vous ne disposez pas d'un analyste qui soit votre égal, et encore moins supérieur, car vous pratiquez l'analyse depuis 15 années, de plus que tous les autres, et vous avez accumulé une expérience qui nous manque encore. Malgré tous les défauts de l'auto-analyse, certes plus longue et plus difficile que l'analyse pour un autre, nous devons attendre de vous la capacité de maîtriser vos symptômes. Les vérités que notre pratique confirme tous les jours, c'est bien vous qui les avez trouvées pour la plupart, et c'est dans votre auto-analyse. Si vous avez eu la force de surmonter chez vous-même, sans guide, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les résistances que l'ensemble du genre humain oppose aux résultats analytiques, nous devons attendre de vous la force nécessaire pour venir à bout aussi de vos plus petits symptômes. Les faits plaident en ce sens de façon décisive. Mais ce qui vaut pour vous ne vaut pas pour nous autres. Jung n'est pas parvenu à la maîtrise de soi comme vous. On lui a fourni les résultats tout achevés et il les a reçus en vrac sans les éprouver sur lui-même. Être analysé par Mademoiselle Moltzer, ce n'est pas une analyse entièrement valable. Vaille que vaille, vous devez vous contenter dans l'avenir de l'auto-analyse qui a déjà fourni une si riche moisson pour la science. Quant au reste d'entre nous, nous devons nous estimer heureux que vous nous aidiez à dominer nos affects de la seule manière efficace, c'est-à-dire de manière analytiquement justifiée, et que vous nous donniez des indications qui attirent notre attention sur les points faibles de notre organisation psychique. J'ai moi aussi traversé une période de révolte contre votre traitement. Maintenant j'ai compris et je trouve que vous avez eu raison en tout et que vous ne pouviez pas me rendre de plus grand service que de ne pas toujours vous être laissé guider dans mon éducation par le sentiment mais souvent par la perspicacité analytique. Jung est le type même de l'agitateur et du fondateur de religion. Le père ne joue presque aucun rôle dans sa nouvelle œuvre. La communauté fraternelle chrétienne y prend une place d'autant plus large. Son livre a sur moi un effet terriblement repoussant. Son contenu comme sa forme me rebute. Ses subtilités inutiles, son caractère superficiel, son ton poétisant et doucereux me le font détester. Pensez donc, je ne l'ai toujours pas lu jusqu'au bout. Votre réponse à la lettre de Jung est tout à fait juste, je pense. Je modifierai l'expression « je regrette », elle sonne comme une excuse. À moi maintenant. Moi aussi je suis un cas à traiter, mais il y a chez moi un progrès indéniable dans la mesure où j'en suis conscient. J'avais et j'ai toujours l'intention d'entrer en analyse avec vous très prochainement, si seulement vous pouvez m'accorder du temps, des séances, d'abord pour 2 semaines seulement, éventuellement 3. Les faits suivants permettraient de mieux savoir où j'en suis. Le processus local, une inflammation du ganglion de Cowper, guérit petit à petit depuis que je reste systématiquement assis sur un coussin pneumatique et que je m'applique des compresses chaudes. Les ganglions de la région dégonflent, les douleurs diminuent, elles n'ont d'ailleurs jamais été démesurément fortes. Par contre, un ensemble singulier de symptômes persiste que je voudrais décrire brièvement. Je me réveille vers 4h, 4h30 du matin, la plupart du temps sans angoisse, avec une curieuse gêne respiratoire. Je remarque que je respire de façon très superficielle et les inspirations sont aussi très rares. Le pouls est très faible et lent. Tout le corps est froid. Récemment, le thermomètre indiquait 35,5. Le ventre est gonflé, météorique, le nez plus ou moins bouché, la plupart du temps d'un seul côté. Après quoi, je ne peux plus me rendormir si je ne prends pas quelque chose. Ce matin, par exemple, après la nuit perturbée, j'étais évidemment rompu, déprimé et affaibli.
Un effort musculaire soutenu augmente aussi bien le pouls que la température. Je pense, ceci étant dit, que je n'ai pas le droit d'apprécier ces symptômes exclusivement du point de vue de la médecine interne. C'est ce que j'ai fait abondamment et j'ai eu en pensée toute une série de maladies graves. Les signes psychiques accompagnateurs, dépression, accès intermittent de sentimentalité, le changement rapide de l'humeur, l'influence des déclarations rassurantes du médecin sur celle-ci, la gêne dans le travail, etc., plaident en faveur du caractère névrotique d'une grande partie de ces symptômes. 2 rêves faits ces jours-ci en témoignent. Je ne sais pas finalement dans quelle mesure les symptômes névrotiques chez moi sont étayés par le substrat organique ou dans quelle mesure ce qui paraît organique est psychogène. J'aimerais que vous m'instruisiez à ce sujet. Je me représente la corrélation de la manière suivante. Jouer avec le danger d'attraper la syphilis, c'était une vengeance retournée contre ma propre personne, à cause des obstacles qui rendaient impossible mon mariage avec Elma. C'est pourquoi mon inconscient vous faisait porter le chapeau de cette culpabilité à vous et à Madame Gisela. Lorsqu'un médecin a posé chez moi, dans la réalité, le diagnostic de syphilis, avec des réserves, il est vrai, j'ai dû raviver régressivement l'angoisse où m'a fait passer autrefois la menace d'émasculation. La force motrice de la névrose est la grande quantité de libido insatisfaite. Le mal local à la racine du pénis était une excitation permanente pour maintenir en éveil cette angoisse qui dégénérait ensuite, la nuit, en fantasme inconscient d'hémorragie de mort. Ralentissement du pouls, refroidissement, faiblesse du pouls, arrêt respiratoire, évanouissement. Pendant la journée, j'étais torturé par des idées hypocondriaques de maladies incurables. Le cercle vicieux s'est refermé sur le météorisme et ses suites, en raison de mon mode de vie malsain. Le météorisme peut cependant avoir aussi des racines dans l'érotisme anal. Depuis quelques mois, ma pratique ne marche pas du tout. Je ne vis que sur d'anciens cas. Pendant des semaines, je ne vois pas un seul patient. Il circule ici des rumeurs sur moi, comme sur vous à Vienne. Je ne veux pas analyser le deuxième rêve en détail maintenant. Je pense qu'il confirme l'interprétation du premier, qui n'avait pas été faite ou à peine avant le rêve. Mon frère plus jeune, moi-même, me suis coupé le membre au lieu d'utiliser un préservatif. Post-scriptum. Aujourd'hui, le 27 décembre, je me sens nettement mieux. Difficile de dire ce qui m'a été le plus bénéfique, la constatation de l'amélioration locale ou cette analyse. Pardonnez-moi cette analyse gratuite que je vous ai extorquée quand même, ne serait-ce que par écrit. Cordiale salutation de votre Ferenczi en voie de guérison. Lettre 353, Vienne, le 9 décembre 1912. Cher ami, j'ai bien pensé que vous étiez malade quand vos lettres se sont interrompues. Eh bien, je ne crois pas un instant à votre syphilis. Quant à votre Cheyne-Stokes, j'en aurais fait ici très vite le diagnostic correct. Il y a un trait hypocondriaque indéniable dans l'histoire de votre maladie. Je suis assez égoïste pour vous souhaiter précisément maintenant une prompte guérison. J'ai conseillé de mettre votre essai en réserve, puisque vous m'avez confié le soin d'en décider, car autrement, Federn se serait senti vexé, alors que vous, en tant que rédacteur, vous n'en avez pas le droit. Dans le deuxième cahier, vous devriez vous montrer à votre avantage par une étude critique sur la libido de Jung. Jung a bien arrangé des choses avec Bergman. Nous payons 652 marks de dédommagement et nous en sommes débarrassés. J'ai reçu aujourd'hui de Bergman la confirmation que le Zentralblatt ne porterait dorénavant plus le titre d'organe officiel de l'association internationale. Le fonds de l'association payera la moitié de la somme et je payerai l'autre moitié. Je ne veux pas que les membres soient ennuyés d'une quelconque manière. Cela vaut bien 300 marks pour moi. À part cela, Jung est un Meshuggah.
Ces lettres oscillent entre tendresse et arrogante présomption, et tout ce qu'on en rapporte, Jones, Brill, montre qu'il prend ses petites erreurs pour de grandes découvertes. Abraham viendra ici le 22 ce mois et restera 3 ou 4 jours. Ce serait bien si votre état vous permettait alors de faire le voyage jusqu'à nous. Ma capacité de travail est de nouveau très bonne. J'ai réglé d'une manière bien analytique le problème de la crise de vertige à Munich et commencé même la 3e concordance longtemps empêchée. Toutes ces crises attirent l'attention sur la signification de décès vécus précocement. Chez moi, un frère mort très jeune alors que j'étais âgé d'à peine plus d'1 an. Le climat de guerre domine notre vie quotidienne. Il n'a pas encore touché mon exercice professionnel, mais il pourrait m'arriver d'avoir 3 fils en même temps sur les champs de bataille. Je vous prie de me donner bientôt d'autres nouvelles et vous salue cordialement, votre Freud. Mes salutations les plus dévouées à votre infirmière. Elma a été très charmante et gentille au cours de sa 2e visite. Lettre 364, Vienne, le 30 décembre 1912. Cher ami, bien que fatigué d'écrire, je ne veux pas vous laisser sans un salut pour le nouvel an, ni sans réponse à vos lettres. Prosit donc pour l'année 1913, probablement difficile. Rank ne savait rien de mon intention de l'accompagner à Budapest. Je suis aussi assez égoïste pour être plutôt content que vous l'ayez décommandé, car c'est ainsi seulement que j'ai pu, tant bien que mal, terminer l'essai, sec et rapide, sur la toute-puissance. Il me pesait terriblement. J'aurais pu aussi me faire des reproches de n'être pas allé en Angleterre pour le 80e anniversaire de mon frère. J'espère que les nouvelles concernant l'amélioration de votre santé ne s'avéreront pas, cette fois, fortement exagérées. Le croirez-vous ou en serez-vous fâché? J'ai certes lu votre lettre auto-analytique, mais je ne l'ai pas encore étudiée comme j'aurais dû. Ainsi, j'ai à moitié déjoué vos intentions névrotiques. Extorquez-moi donc quelque chose. Voilà, j'étais entièrement toute puissance, entièrement sauvage. C'est ainsi qu'il faut agir quand on veut en finir avec quelque chose. Meinert était en train de dicter sa psychiatrie à un collègue, aujourd'hui décédé, quand celui-ci annonça son absence pour le lendemain à cause du 70e anniversaire de son beau-père. La réponse fut « Assommez votre beau-père et venez quand même ». La lettre à Jung n'est pas partie et ne sera remplacée par aucune autre. Qu'il aille au diable. Je me passe de lui et de ses amitiés autant que de ses perfidies. J'émerge à l'instant du Don Juan, suite à l'annulation du rendez-vous de ma patiente du soir. Au moment de la scène du festin, cette musique me paraît extraordinairement connue. J'ai fait une bonne application à la situation présente. Oui, cette musique aussi me paraît très connue. J'ai vécu tout cela bien avant 1906. Les mêmes objections, les mêmes prophéties, les mêmes proclamations disant que désormais j'étais un homme fini. Il en est allé autrement. Je ne serais pas surprise si cela se passait autrement maintenant aussi, alors que la tempête ne souffle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et que la résistance vient des soi-disant analystes eux-mêmes. S'il me reste 4 ou 5 élèves, je l'affronterai aussi bien que je l'ai surmonté jadis seul. C'était très raisonnable de refuser le poste qui vous était offert. La clientèle augmentera tout d'un coup. À Zurich également, une baisse semblable est survenue il y a 6 mois. Je ne connais pas l'essai de Vogt, mais je vous déconseille de réagir, même sans savoir.
Continuons à travailler. Peut-être que la critique contre les Zurichois est déjà de trop, mais bien sûr, cela nous le devons. Ce sont eux qui l'ont demandé. Toutefois, ils ne manqueront pas d'en être fâchés. Madame Gisela ne veut toujours pas renoncer à son projet préféré. Elle pense que cela aurait quand même été la meilleure issue. J'ai enfin pu lui répondre que je n'étais pas de cet avis. Malheureusement, elle n'est restée que très peu de temps chez moi. Le fiancé de Sophie passe ces jours-ci chez nous, jusqu'au 1er au soir. Ils sont calmes et heureux l'un avec l'autre. Je vous salue très cordialement, votre Freud. Donc, lettre 374, Budapest, le 8 février 1913. Cher monsieur le professeur, Madame Gisela était tout à fait étonnée de voir que la réponse suggérée par vous correspondait presque mot pour mot à celle que j'avais de toute façon l'intention de faire à Jung. À présent, je lui ai donc envoyé la réponse sur laquelle nous nous sommes accordés. Évidemment, en mon nom propre seulement, j'ai peine à croire qu'il y réponde. Éventuellement, il m'écrira qu'il vous a reconnu comme le spiritus rector de ma réponse. Mais même cela est improbable. Eh bien, nous pouvons attendre. Nous sommes maintenant dans la position confortable du prétendant courtisé. Cette situation semble mieux convenir aux Zurichois. Tant qu'on les traitait aussi bien que vous l'avez fait jusqu'à il y a peu, ils jouaient les effarouchés. Leur sentiment secret de culpabilité, sans doute spécifiquement chrétien, à savoir le fantasme oedipien inconscient qui, chez eux, est particulièrement réprouvé et refoulé, ne leur permet pas de croire quelqu'un qui les traite bien, c'est-à-dire qui ne veut pas les punir pour leurs péchés. Mais quiconque les traite avec mépris, de façon rejetante ou seulement avec froideur, ils le reconnaissent pour leur maître. Les reproches des profanes des journalistes zurichois ont suffi à leur insuffler une frousse monumentale. Peut-être seraient-ils aussi déconcertés si pour une fois, vous et vos partisans juifs leur donniez quelque grossièreté à entendre. Le premier numéro de la revue a bien plu ici. La présentation est distinguée, sérieuse. Je suis plein de confiance en l'avenir de notre nouveau-né. S'il vous plaît, voulez-vous me faire savoir brièvement, par retour du courrier, si vous m'autorisez, en faisant référence à la Zeitschrift, à traduire en hongrois votre article sur la technique et à le publier dans le journal médical d'ici. La moitié est déjà traduite. La grippe a disparu et par ailleurs je me sens mieux aussi, mieux même qu'avant la maladie aiguë. La maladie m'a incité à me creuser la tête sur le thème de la neurasthénie. L'étiquette moderne de vagotonie ne dit naturellement rien quant à l'essence de la maladie. Elle montre tout au plus la voie par laquelle le mal, certainement de nature chimico-sexuelle, agit. J'en suis venu à supposer que l'analyse biologique de la neurasthénie et de la névrose d'angoisse conduira un jour à des connaissances aussi importantes concernant le processus vitaux dans l'organisme que celles que la psychanalyse a apportées concernant la vie psychique. Il apparaîtra alors que la sexualité, c'est-à-dire les substances chimiques auxquelles la pulsion est liée, joue le rôle central tant dans la pathologie que dans la physiologie de l'homme, et probablement se trouve ici aussi en lutte avec des substances auxquelles est liée l'autoconservation de l'organisme des différents organes ou parties d'organes. Le mépris de la sexualité a manifestement causé presque autant de dégâts dans la biologie que dans la psychologie. Quant à moi, je suis convaincu que mon état maladif, qui dure maintenant depuis plus de 6 mois, est la réaction physique à l'échec du projet de mariage. Le corps a joué à mourir dès lors qu'il a constaté sa déception par rapport à la satisfaction attendue, ce qui a pu avoir pour conséquence un accroissement authentique de la disposition morbide. Mon ami et adversaire de l'analyse, le docteur Schechter, part, comme chaque année en mars, à Corfou, et son invitation à l'accompagner me tente beaucoup. 3 semaines sur l'Adriatique et le printemps grec, cette idée est proprement enthousiasmante. Bien que cette année, à cause de la maladie, etc., j'ai eu beaucoup moins de revenus que la précédente. Je pense néanmoins sérieusement à m'accorder ce repos. J'ose à peine vous demander si vous ne voulez pas venir avec nous.
Nous avons l'intention d'embarquer le 11 mars à Trieste et d'y revenir le 2 avril. Mais si j'accorde à mon corps ce délassement, je dois alors remettre à plus tard l'analyse projetée. Je sais bien sûr que la résistance à être analysée partage la responsabilité de ce délai. Je vous en prie, dites-moi franchement ce que vous en pensez et ce que vous pensez de mon projet de voyage. Avant mon départ, je vais naturellement assurer la livraison de l'homme coq et de la critique de Jung. Cordialement, votre Ferenczi.